Olivier Geneviève. Je suis honoré d'avoir donc d'abord des personnes ici sur Lyon, mais également des personnes qui se sont mobilisées, notamment de Paris. Je pense à Madame Ariane Bois, mais également de Roumanie, également d'Espagne et peut-être même d'Allemagne. Donc c'est vraiment une réunion hybride assez atypique pour en fin de compte une remise de 2 années, l'année 2020 pardon, où il n'a pas été possible malheureusement de faire ce que l'on peut faire cette année. Et donc il y a 2 remises avec des étudiants et des étudiantes, avec des partenaires, avec donc toute une équipe qui s'est mobilisée et je l'espère vous fera passer une excellente soirée. Je vais donc laisser la place à ma collègue pour effectivement démarrer la remise officiellement. Voilà, Madame Sophie Morin. Sophie Morin, bonjour, merci à tous. J'espère que vous nous entendez bien à distance. On a coupé vos sons. Entend, mais on ne vous voit pas. Ah, mais vous ne nous voyez pas. Alors, est-ce que maintenant c'est bon? Ouais, ça va. Là. Vous nous voyez? Oui, très bien. C'est parfait. Donc, bonjour de nouveau. Bonjour. Alors, on va commencer tout de suite par vous présenter une petite vidéo réalisée par une étudiante de l'INSEC, Lisa Déroulé, qu'elle a élaborée l'année dernière pour l'édition 2020 qu'on n'a pas pu présenter malheureusement pour les raisons que vous connaissez. Et cette vidéo a la particularité de bien vous présenter le concept de ce prix littéraire des jeunes Européens. Donc, je m'appelle Lisa, j'ai 18 ans et j'aimerais vous présenter le Prix littéraire des jeunes Européens, une association dans laquelle je fais partie via mon école l'INSEC. J'ai toujours été intéressée par la lecture. Lorsque je suis arrivée à l'INSEC, je fus donc immédiatement attirée par l'idée de faire partie du Prix littéraire. Nous devions lire et noter des livres afin de juger des auteurs européens et de sélectionner l'auteur de l'édition 2020. C'était ça, ma routine associative. Lire des livres, facile n'est-ce pas? Mais mon association n'est pas simplement un club de lecture. Dans cette association, nous sommes des jeunes qui notons des livres écrits par des auteurs européens. Nous avions un objectif en parallèle, préparer la semaine culturelle européenne pour mi-mai. Pendant une semaine, il y a chaque jour un événement culturel qui met en avant un pays. De la peinture, du cinéma, une exposition. L'intérêt? Réunir des gens, ce sont des moments ensemble. Parce qu'il est vrai que, la peinture italienne du XVIIe siècle ne m'intéresse pas forcément. Et alors, ce n'est pas le plus important? Un jour, j'assistais à ma première réunion copie de pilotage. Bon, avec ce nom un peu barbare, je ne pense pas que ça vous parle. Ce sont des réunions regroupant des représentants des participants. J'ai vu des questions concrètes, j'ai vu des prises de décision, j'étais enfin au cœur de l'action. Comment faire pour qu'un buffet islandais soit présenté? Comment diffuser et intéresser les gens pour qu'ils puissent venir à nos événements? J'ai décidé de ne plus simplement lire des livres et de laisser passivement les choses se dérouler, car cet événement abstrait est devenu beaucoup plus concret pour moi. Je me suis impliquée, j'ai proposé des idées. Les jeunes des autres pays, les auteurs ainsi que toutes les personnes s'impliquant de près ou de loin, et moi-même, avions les mêmes objectifs, faire de cet événement un succès. Aujourd'hui, je peux dire que je fais partie d'une association qui me plaît, qui me permet de me dépasser, de développer mes compétences, de planification et surtout me faire sentir utile. C'est ça l'importance de faire partie d'une association. Je m'appelle Lisa. Voilà, alors, donc la vidéo de Lisa, comme vous l'avez vue et entendue, présentait ce qui devait se passer l'année dernière avec un banquet islandais pour récompenser le lauréat. Mais bon, aujourd'hui, les choses sont différentes. Alors, on va passer donc à cette petite diapositive pour vous rappeler ou pour vous annoncer les 2 catégories qui constituent le prix littéraire des jeunes Européens. Il y a 2 catégories. Il y a la catégorie des auteurs européens qui sont traduits en français.
Et là, ce sont des étudiants de l'INSEC qui participent, qui vont lire pour sélectionner les 3 livres en lice et ensuite desquels va être élu le lauréat. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des auteurs européens d'expression française qui écrivent en français directement, pour qui le français est une langue maternelle. Et là, ce sont d'autres étudiants qui participent, le jury final étant constitué d'étudiants européens qui apprennent le français, pour qui le français est une langue maternelle. C'est ce qui signifie une langue étrangère, pardon, FLE. Voilà. Donc, petite présentation du déroulé de cette remise de prix. Nous allons d'abord présenter notre parrain 2020 et notre marraine 2021, ici présente. À la suite de quoi, nous allons remettre les prix, d'abord pour 2020, ensuite pour 2021, et enfin, nous vous présenterons les livres qui seront en lice pour l'édition 2022. Alors, tout d'abord, j'aimerais introduire 2 de nos partenaires, Joël Vincent et Rémi Laine, de la Maison de la Francophonie, qui nous ont introduit notre parrain 2020. Bonjour Rémi. Est-ce que vous m'entendez et voyez? Oui, moi je vous entends très bien, Rémi. C'est Oui. parfait. Bonsoir. Alors. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, même en tant que représentant de la Maison de la Francophonie de Lyon, je voudrais dire que ce fut un grand plaisir pour moi d'être partenaire de ce prix depuis quelques années. Ah, Rémi, on ne vous entend plus. Un romancier d'origine marocaine, romancier de langue française, francophone et professeur. Ah. Lors de la remise d'un prix de livres touristiques francophones à l'invitation de mes amis de la Maison de la Francophonie de Marseille. Fouad Laouri a publié une 40aine de livres, dont en 2017 L'Insoumise de la Porte de Flandre, que j'ai proposé d'ailleurs pour l'édition 2022. Un petit résumé de cette histoire qui m'a interpellé, c'est l'histoire d'une jeune qui vit dans le quartier fermé, une jeune femme étudiante, oui, qui vit dans le quartier fermé de Molenbeek, et qui passe le pont pour rejoindre une amie, se changer d'habit et pour se promener librement et goûter d'autres. Alors, Fouad Laouri ne pouvait être présent ce soir, étant retenu à Marrakech pour des conférences. Ce qui m'a plu en lui, c'est son engagement littéraire, et francophile de la langue et de la culture française, dans son écriture et dans la plupart de ses ouvrages. Voilà ce que je voulais un peu dire pour Fouad Laouri, qui est une personne qui... D'accord, très bien, merci Rémi. Ici, ça sautait de temps en temps, mais le message global est passé et nous le remercions Bon. encore une fois d'avoir accepté d'être notre parrain l'année dernière. J'invite Joël Vincent qui va nous présenter maintenant notre marraine 2021. Bonsoir. Donc, un des thèmes qui avait été choisi dans notre comité de pilotage et pour ce concours était la sororité des arts. Et il est vrai que la littérature, que la sculpture, la peinture, la poésie sont tous membres d'une même famille qui est celle de l'expression des émotions. Et c'est pourquoi je suis très contente qu'on ait choisi Anaïde B comme marraine cette année, parce que Anaïde est auteure, compositeur, interprète, chanteuse, c'est une poétesse, et elle interprète donc ses textes, et sa poésie est absolument magnifique. Elle sera d'ailleurs très prochainement membre de la Société des poètes français. Donc elle est française d'origine arménienne et elle compose et chante dans les 2 langues, en français et en arménien.
lors de ces 3 passages extrêmement marqués et brillants à The Voice, on a pu, des millions de personnes ont pu découvrir son talent exceptionnel. Et ça lui a valu d'ailleurs, chez pas mal de journalistes, le surnom de l'Aznavour française, et pour certains autres, par la profondeur et la qualité de ses textes, on l'a comparé aussi à Barbara. Et je suis plutôt de ceux-là. Mais elle est unique et singulière. Anaïde B, qui a sorti plusieurs albums, dont celui-là qui est le dernier et qui s'appelle À découvert et qu'elle vous dédicacera tout à l'heure si vous le désirez. Voilà. À découvert de Anaïde B. Et voilà notre Anaïde. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que l'on m'entend? Oui, tout à fait. Oui, très bien. Ah. Alors, prenez votre plume et écrivez un mot, puis 2, puis 3. C'est quelques lignes pour vous, pour eux, pour soi. C'est par l'écrit que l'homme devient, c'est par l'écrit qu'il se souvient. Les mots comme des abeilles, ils ont le miel et l'aiguillon. Ils ont l'art de bâtir avec délicatesse des ponts. Quand la page blanche se remplit enfin, le poète et l'écrivain sont ravis au matin. L'imagination prend alors le pouvoir pour le romancier, le charme rythmé et musical pour le parolier. Écrire, toujours écrire pour ne pas oublier, des mots encore des mots pour plus de liberté. Prête-moi ta plume. Bravo. Prête-moi ta plume, mon cher ami Zola, celle qui grince la feuille et qui ne plie pas. Un papier pour tout dire et pour crier très fort. Des lignes pour l'histoire et éviter la mort. Prête-moi un peu d'encre, mon Jean-Paul Confidence, pour coucher le mot fort et enterrer l'enfance. Des feuilles qui affranchissent et qui rendent plus léger. Un grand pas vers soi-même, se sentir sauvé. Écrire, toujours écrire pour ne pas oublier. Des mots, encore des mots pour plus de liberté. Noter sur des pages blanches des idées en vrac, qui deviendront un jour un roman ou un couac. Prête-moi ton tableau, mon prévert du CP. Faire rimer le poème en glissant sur les pieds. Un inventaire de termes qui peut nous rendre heureux. Partager chaque jour ce petit coin de ciel bleu. Prête-moi le lyrisme des auteurs amoureux. Pour une belle histoire qui séduira les dieux. Une déclaration, un billet doux galant. Pour sublimer les cœurs et devenir amants. Écrire, toujours écrire pour ne pas oublier. Des mots, encore des mots pour plus de liberté. Noter sur des pages blanches des idées en vrac, qui deviendront un jour un roman ou un couac. Écrire, toujours écrire pour ne pas oublier. Des mots, encore des mots pour plus de liberté.
notés sur des pages blanches, des idées en phrases, qui deviendront un jour un roman ou un quoi écrit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette magnifique chanson pleine de gaieté. Nous allons sans transition et comme annoncé, passer à l'édition 2020. Et pour ceci, j'invite Lisa qui va prendre la parole. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lisa de Rouler, je suis actuellement étudiante en deuxième année à l'école de l'INSEC Lyon. Je suis aussi la présidente de l'association du prix littéraire des jeunes européens et je vais vous présenter l'édition 2020, les 3 livres en lice qui ont été en participation pour ce prix. Donc, il y a eu les conséquences. Je ne vais pas prononcer le nom des auteurs parce que je n'ai pas envie d'avoir de conflit à la fin. Donc, je vais juste dire le titre. Les conséquences. L'art d'écouter les haricots et les rois d'Islande. Donc là, je vais essayer de prononcer le nom. Eymar Margornessen. Je ne suis pas très sûre de moi. Donc le prix des jeunes français 2020 catégorie auteur européen traduit a élu l'auteur Eymar Margornessen, les rois d'Islande. J'ai lu ce livre, j'ai adoré ce livre. Bon, moi, normalement, j'ai extrêmement du mal à retenir les noms. Et je peux vous dire que dans ce livre, il y a énormément de noms à retenir. La famille Kusslen, j'ai toujours du mal à prononcer aussi ce mot. La famille Kusslen est composée de énormément de personnes. Et j'ai appris à travers ce livre à apprendre l'histoire de l'Islande. Il y a eu énormément de choses qui m'ont fait rigoler. C'est un humour déjanté. Et en même temps, ça nous donne envie d'apprendre encore plus de choses sur l'histoire de l'Islande, sur qui sont les Islandais et sur ce qu'ils ont vécu dans ce pays, toute leur histoire. Donc voilà, bravo au roi d'Islande. Merci Lisa pour cette présentation. On passe donc maintenant à la catégorie des auteurs européens d'expression française. Comme vous pouvez le voir, je l'espère, il y a eu 3 livres en lice en 2020, Einstein, le sexe et moi, L'île aux enfants et La chambre des merveilles. Et le roman qui a le plus plu à nos lecteurs de Séville et de Roumanie est L'île aux enfants de Ariane Bois, qui est ici présente. Donc, nous pouvons donc l'applaudir. Merci à vous. Alors, on va faire un petit switch pour qu'on puisse peut-être vous voir. Oui, tout à fait. Alors. Je ne sais pas comment faire. Ouais, moi non plus, là, j'avoue que… C'est bon. Voilà. On vous voit, Ariane. Hein. C'est vrai? Bon, ben, formidable, alors. Est-ce que je peux dire quelques mots? Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Formidable, voilà. D'abord, je voulais remercier, évidemment, toutes les personnes qui sont présentes. Je sais les difficultés actuelles et je voulais d'ailleurs féliciter l'équipe et Monsieur Geneviève parce qu'il a vraiment porté le prix et il nous a soutenus pendant tous ces mois. Voilà, je voulais dire que j'avais découvert l'histoire des enfants de la Creuse par mon père. Mon père était médecin, il avait travaillé dans les dom-toms et il m'avait raconté cette histoire cachée. Et cette histoire m'avait tout de suite en fait bouleversée. Comment on pouvait imaginer que dans la France des années 1961 à 80, on allait pouvoir organiser un transfert d'enfants et une séparation des familles. En fait, comme si le pouvoir abusait de son propre pouvoir. Et ces enfants-là ont dû se construire avec ce traumatisme. Ils ont dû se construire
avec ça et leurs enfants après. Et c'était ce qui m'intéressait en tant que romancière, c'est-à-dire moi, je suis une romancière de l'après. Je m'intéresse à ce qui s'inscrit dans nos corps, ce qui s'inscrit dans nos mémoires, ce qui vient après les deuils, ce qui vient après les séparations, après la Shoah, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai cherché donc à comprendre. J'ai fait un travail à la fois de journaliste, un travail de romancière, et j'y ai mis tout mon cœur. Donc, je suis vraiment très heureuse que ce livre ait pu séduire le jury du prix européen des jeunes intellectuels, parce que vous êtes le futur et que dans le futur, eh bien, aucune petite victime ne devrait avoir à se retourner sur un passé totalement éclaté. Donc, je tiens à remercier le jury, les lecteurs, le professeur Olivier, ça je l'ai déjà fait, et dire que c'est mon 9e prix, mais qu'un prix littéraire offert par des lecteurs et par des jeunes, eh bien, ça n'a pas de prix parce qu'il représente la jeunesse et l'espoir comme vous. Donc, merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, on a avec nous justement Simona, qui est en direct de Cluj, qui est une professeure qui a justement organisé la lecture de votre livre au sein de son club de lecture et de la faculté de lettres. C'est bien cela, Simona? Oui, merci. Donc, je représente le professeur qui s'est occupé des lectrices et des lecteurs de l'université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca en Roumanie. Et on est toujours très content d'avoir à notre disposition des livres d'actualité. Donc, pour nous, c'était le plaisir de lire, de lire des livres récents et de découvrir des événements peut-être différents des autres textes. Donc, c'est ce qui s'est passé avec votre livre. Donc, nous avons dû donner des notes, nous avons dû faire des présentations courtes pour les 3 romans, pour le vôtre aussi, et nous avons dû faire également des clips. Donc, voilà notre travail. Mais évidemment, ce qui a compté le plus, c'est vraiment le plaisir de la lecture et à travers les évaluations proposées par Monsieur Geneviève, c'est votre livre qui nous a plu le plus. Donc, on vous remercie pour avoir découvert cet événement inattendu pour nous et nous avons apprécié également la maturité, le sérieux avec lequel vous avez traité ces aspects et vous avez tout de même réussi à faire le pas entre la journaliste et la romancière. Et finalement, nous n'avons pas lu seulement un article de journal qui veut avoir une réaction de la part des lecteurs, mais nous avons découvert également le plaisir de lire un roman. Donc, quelque chose qui est au-delà de l'événement qui a été à l'origine de votre texte et qui nous a charmés par le style, par les réflexions après lecture. Donc, merci pour ce plaisir. Merci. Merci à vous. Écoutez, je suis particulièrement émue parce que peut-être comme certains d'entre vous le savent, ma grand-mère était roumaine. Donc, moi, j'ai baigné enfant dans la culture roumaine et dans la bonne cuisine roumaine. Et voilà, je pense que ça lui ferait très plaisir et j'espère que de là où elle est, elle nous voit. Merci à vous. De tout cœur. Merci beaucoup. Simona, est-ce que vous avez une de vos étudiantes qui serait connectée et qui souhaiterait poser des questions justement à Ariane Bois? Oui, je vois quelques noms que je reconnais, donc je les invite sans timidité à poser des questions. Je leur ai demandé de réfléchir, de se rappeler cette belle lecture, donc je les invite à prendre la parole, à ouvrir le microphone et à poser les questions. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Oui, n'hésitez pas, je ne mords pas. Bonjour Elisa. Bonjour, félicitations pour votre livre et pour le prix. J'ai une question pour vous, mais avant de vous poser la question, je veux remercier l'équipe de Lyon pour la chance de faire partie de cette jury et de ce projet. Merci. Donc, ma question est, vous avez un certain rituel, une routine d'écrivaine
je veux dire, quand vous écrivez, vous lisez une certaine chanson ou vous buvez du café ou je ne sais pas. Alors moi, je suis une dinosaure parce que j'écris mes textes à la main. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Voilà, tout le monde tape, mais moi, je suis sur des grands cahiers. J'écris avec n'importe quel stylo, mais j'ai besoin d'écrire le texte à la main une première fois. Et alors après, il est vraiment tout raturé avec des post-it. Il est vraiment, je rajoute des pages. Mais j'ai l'impression que le texte se construit comme ça. Quand je travaille directement sur un ordinateur, eh ben, le texte m'impressionne d'une certaine manière. J'ose pas trop y toucher. J'ai déjà l'impression que c'est un texte. Donc, en écrivant à la main, tous les matins, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, eh ben, je construis petit à petit une histoire. Évidemment, à un moment donné, je passe sur ordinateur comme tout le monde, mais en tout cas, je l'écris et je suis encore plus... Enfin, c'est encore plus étrange que ça, je le réécris une deuxième fois à la main pour qu'il soit propre et qu'on puisse le taper. Voilà, donc c'est une petite routine d'écrivain avec toujours les mêmes horaires et puis tous les jours, le week-end compris, parce que j'aime pas m'arrêter dans mon histoire. J'ai l'impression sinon que je perds vraiment le fil. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Elisa d'avoir posé cette question. Je rappelle donc en direct de Roumanie, quand même, ça fait plaisir. Oui, ce soir, on rassemble beaucoup de pays et c'est le but de cette association aussi, de rassembler les Européens. Merci encore une fois Ariane, Simona et Elisa. Merci beaucoup. On va maintenant quitter l'édition 2020 pour passer à l'édition 2021. Alors, petite manipulation, voilà. Voilà. Est-ce que chez vous, vous pouvez nous confirmer que vous voyez bien notre PowerPoint? Tout à fait. Magnifique PowerPoint. Oh, 2 enfants, impeccable. Voilà, qui prennent plaisir à lire. Exactement. Et pour commencer la présentation de l'édition 2021, j'invite une nouvelle étudiante, cette fois qui s'appelle Louise. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Louise Babel, j'ai 18 ans et je suis étudiante en première année. Donc, nous passons maintenant à l'édition 2021 pour la catégorie des auteurs européens traduits qui ont donc été choisis par les étudiants français. Donc, sur les 12 romans qui étaient en liste au départ, seuls 3 ont été retenus par les étudiants de 2e année. Il s'agit des Chroniques du kangourou, du manuel de survie à l'usage des jeunes filles et de la Symphonie du Nouveau Monde. Donc, ensuite, les étudiants de première année ont participé au choix du vainqueur. Et c'est ainsi que nous avons sélectionné notre lauréat. C'est le livre lauréat pour cette année dans la catégorie des auteurs européens traduits, et donc La Symphonie du Nouveau Monde, écrit par Lenka Ornakova-Sivan. Alors, nous avons de la chance car Lenka a pu se déplacer et est donc présente avec nous. Bienvenue sur le plateau. Je suis très heureuse et très émue et en effet privilégiée parce que physiquement ici parmi vous avec les étudiants, donc c'est un vrai plaisir parce que c'est un honneur, je crois Ariane Bois l'a dit, le prix des jeunes est toujours quelque chose un supplément d'âme parce qu'il y a il y a la jeunesse, il y a la curiosité, il y a le futur qui sont présents et ça compte. Je voulais juste signaler que le livre est écrit directement en français et ensuite traduit dans ma langue maternelle, qui est la langue tchèque. Et donc, je suis en plus, évidemment, très touchée par l'appellation européen qui se trouve dans le prix, parce que l'Europe est quelque chose qui compte. Et si vous me laissez 4 minutes, je vous dirai un très court texte que j'avais préparé, évidemment, pour
En guise de remerciement, en définitive, évidemment à M. Geneviève, à tous les étudiants et à cet enthousiasme qu'on peut ressentir même à travers les écrans qui nous ont quand même bien sauvés les dernières années. Enfin, derniers mois, j'espère que ça ne durera pas. C'est un court éloge de la paix et du compromis. Parce que depuis plusieurs décennies, nous considérons la paix comme une évidence. Mais la guerre, c'est pour les autres, au-delà de nos frontières, ailleurs. La paix n'a rien d'évident. Les frontières bougent, les ailleurs évoluent, et si la guerre est facile, la paix, elle, jamais acquise définitivement, est un effort constant. Moi, je suis née pendant une guerre froide, certes, mais guerre tout de même. Et je suis l'enfant de la fortune aussi, puisque jeune, j'ai vécu une révolution tout en velours. Je pense même que c'est en cette année-là, 89, que la guerre de 14 était finie, pour de vrai, et pour une bonne partie d'Europe. Je pense aussi que cette même guerre de 14 a débuté pour la France en 1870 et se termina avec l'indépendance d'Algérie. Et pour d'autres pays ou régions du continent, d'autres dates conviennent et il y a des endroits où elle est encore en cours. Alors, comment faire pour que la paix ne soit pas un état entre les deux guerres, mais une construction stable et solide? J'aime me rappeler que déjà à Delphes, l'inscription accueillant le voyageur avide de connaître son avenir prévient « Connais-toi toi-même ». Cela ne peut se faire que grâce à l'autre. C'est en regardant dans les yeux d'un autre que je vois le reflet de moi-même. C'est là que commence la connaissance et la reconnaissance mutuelle qui nécessitent l'empathie et du renoncement, c'est-à-dire les deux bases du compromis, à ne pas confondre avec la compromission. Mais le compromis n'est pas impossible. Il ne sied pas à Cyrano de Bergerac. Cet art de transformer l'adversaire en partenaire est considéré rarement comme brillant. Nous nous estimons heureux quand il arrive à être satisfaisant, acceptable pour toutes les parties. Il n'a rien de spontané, de fougueux. Il manque le panache. Et pourtant, il doit contenir l'enthousiasme, la flamme et la vigueur du fameux bretteur. Sa puissance réside dans le temps consacré à l'écoute et à la discussion. Le compromis est avant tout le résultat d'un renoncement généreux et la générosité siège dans cette écoute qu'on accorde à l'autre et dans le chemin qu'on va parcourir ensemble. Donc la paix et tout comme compromis sont gourmands du temps et qu'il faut s'offrir et qu'il faut offrir à l'Europe. Et ce temps, le véritable luxe, se paye très cher et le monde nous presse. Alors nous avons encore une carte à jouer, tout aussi difficile, celle de l'histoire. Les mythes sont nos racines, nos références communes, nos expériences et nos histoires singulières doivent nous servir d'outils. J'ai lu quelques pages du Monde d'hier de Stefan Zweig. J'étais agacée par la nostalgie avec laquelle il peignait la monarchie des Habsbourg. J'étais agacée par la vie rêvée qu'offrait à ses yeux Vienne. J'étais impressionnée par la sécurité que cette ville lui procurait et touchée par le profond amour qu'il lui témoignait et qu'il était prêt à partager. Et j'étais sensible, le plus important, au fait qu'il avait un idéal. Voilà ce qu'il nous faut. Tout ce qui n'est pas idéal est la misère, écrivait Charles Ronnevier, un philosophe du XIXe siècle. Entendons cela comme une injonction à avoir, à défendre l'idéal grâce au bon usage du compromis. Que cet éloge ne soit pas comme un appel à la faiblesse envers ses partenaires. L'Europe a ceci de ardu et de passionnant qu'elle va penser différemment en son sein et en son extérieur. Cultiver ses particularités internes qui la composent, sa force, elle compose son charme et lui donne sa force, et rester ferme et uni au-delà de ses frontières, à défendre ses intérêts, voilà le défi. Revenons à Cyrano, que je prétends être un homme sans compromis et haïssant la compromission, ce héros magnifique dans le renoncement généreux, qui nous sert d'exemple. Aimons l'Europe comme Cyrano aimait Roxane, comme il aimait l'amour. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Je peux m'asseoir? Oui, vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci. Oui, aussi. Je prends le bon masque. C'est bon. Chacun son masque. Alors, ce soir, on a aussi beaucoup de chance parce qu'on accueille Inès Ramaki, qui fait partie de la compagnie Machao et qui va nous mettre en lecture vivante, qui va nous faire une petite représentation théâtrale à partir d'un extrait du livre de Lenka. Je suis toujours là, les yeux grands ouverts. Je vois tout. Même quand le monde dort, quand il ferme les yeux pour ne pas voir, quand il a peur. Moi, je ne peux pas fermer les yeux. Je suis là. Pour réconforter, pour tout encaisser, y compris les mauvaises humeurs de l'enfant, entendre les histoires, les mensonges, les vérités. Je prends tout. Je ne pense pas être une gentille poupée. Non, on ne m'a pas faite pour être gentille, mais pour être la gardienne. Être poupée, c'est un travail difficile, malgré les câlins qu'on reçoit. Pas de rancune dans mon caractère, je tiens pas à rigueur à Josefa d'avoir passé un demi-siècle dans une boîte en carton sous le lit. Les poupées n'ont pas d'âge. Je n'ai pas d'âge. Mais je rappelle la rage à ceux qui me regardent. Quand Josefa a ouvert la boîte, je l'ai bien vu. Ses yeux ont fait un long aller-retour entre maintenant et l'enfance. Je l'ai regardé aussi. J'ai souri. Je souris toujours. Elle a pris conscience du temps passé. Ses mains m'ont saisi, ont épousé mes formes comme d'habitude, et le temps n'avait plus de sens. Spí, děťátko, spí, zavři očka svý, až se zbudíš za chviličku, dá ti matička hubičku, spí, děťátko, spí. Moi, la poupée, j'ai la mémoire claire et vive. En 1953, on marchait lentement avec Bojena. Josefa était une belle jeune fille de 15 ans, gracieuse, mais comme cachée derrière son visage lumineux et souriant. On s'est assis sur un banc. Le temps était clément, l'allée du parc large et plantée de beaux arbres.
Des promeneurs se baladaient. Sur un banc en face de nous, un homme se repose. Quelque chose sur lui attire la curiosité de Bojana, qui l'observe avec insistance. Il est d'une taille plutôt petite par rapport à la moyenne, arbore une maigre moustache, porte un chapeau à large bord sur la tête qui lui tombe sur les yeux et un costume beaucoup trop grand. Néanmoins, son allure est assez élégante, une façon de se tenir que l'on pourrait qualifier d'inhabituelle ici. Tiens, quelle étrange réflexion. Cet homme serait-il un étranger? Il est fatigué. Cela se voit à la couleur grise de sa peau, à ses mains posées lourdement sur ses cuisses. Un mélange de brio passé, de présent pesant et de futur incertain. Cet homme convient à ses pas. C'est bien sa place. Yosefa le regarde attentivement. Un sentiment de déjà-vu lui traverse l'esprit à la vitesse de la lumière. Quand elle tourne la tête vers sa mère, pas la peine de poser la question. Le visage de Bojana a changé d'expression. Quelque chose la trouble, elle aussi. Cet homme, on le connaît. C'est bien lui. On se connaît et on ne le dira pas. Pourquoi, maman? Il nous a oubliés, ça vaut mieux. On ne lui parle pas. Il est suivi. Bojana me sort de sa poche. Yosefa est surprise de me voir là avec elle. Yosefa se trouve trop grande pour jouer à la poupée. Et là, c'est sa mère qui me tripote, arrange mes robes l'une après l'autre avec soin. La dernière, grise, lourde, moche, fermée par 3 boutons, sans éclat, comme pour me rendre invisible, ne me va pas du tout. Mais qu'est-ce que j'y peux? En face de nous, l'homme semble absorbé par ses pensées. La rencontre improbable. Cette femme sur le banc, avec sa fille. Une anecdote, comme je le disais à ce policier. Même plusieurs anecdotes. Finalement, elle est rentrée, elle aussi. Elle est rentrée avec sa petite qui devient une belle jeune femme. Est-ce que la mère chante toujours des chansons? Oui. Est-ce que maintenant les femmes chantent toujours? Voilà par exemple une bonne question que l'autre inspecteur ne m'a pas posée. Elles sont revenues. Je devrais être fière, je le suis. Je suis inquiet aussi. Cette femme sur le banc, que dirait-elle au policier? Toutes les réponses se retournent contre moi, comme si les mots ne voulaient plus rien dire, comme si les faits, au fil du temps, avaient changé d'essence, de nature. Le monde tourne bizarrement, ou alors il ne tourne plus. Il piétine. L'homme se lève, soulève son chapeau en guise de salut poli, comme on le faisait dans les films des années 30, puis il marque une courte hésitation. Peut-être voulait-il échanger un mot ou deux, toujours à sa manière, extrêmement courtoise. Dans les buissons, 2 hommes se déplacent pour me voir et pour ne pas être vus. Encore une seconde. L'homme lisse sa veste d'une main, repose son chapeau sur sa tête et s'en va. La fatigue perce dans sa démarche. Il aurait aimé courir, mais ses rhumatismes ne le lui permettent pas. Et puis, un homme avec un chapeau pareil ne se hâte pas. En passant devant elle, il ralentit le pas et pose cette question énigmatique. L'avez-vous trouvé? Je ne sais pas. Votre mari Stenda, si ma mémoire est bonne, il va bien? Je ne sais pas.
Il hoche la tête et s'éloigne toujours aussi lentement. Derrière le buisson, à peine caché, les deux hommes, ces lourdes ombres, lui emboîtent le pas. Ils notent tout sur un cahier, même le plus anodin. « Viens, maman, on rentre à la maison. » Bojena a posé sa main sur celle de sa fille. Elle frissonne un peu et murmure. « Qu'est-ce que c'est que ce pays? Ici, on ne peut donc pas remercier l'homme qui vous a sauvé la vie? » Merci, monsieur le consul. Tu lui diras un jour, Yosefa. Tu le remercieras. C'était un extrait de la Symphonie du Nouveau Monde de Lemka Ornakova. Merci beaucoup, c'était très intense et j'imagine que ça touche beaucoup Lenka et ça fait écho à tous les lecteurs. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Oui, j'ai pas de mots là, c'est l'émotion pure. Merci beaucoup parce que c'était au-delà de la lecture. Évidemment, on était là avec tous les personnages et merci, c'était très bon. Alors après cette séquence émotion, on va montrer une vidéo réalisée par une étudiante qui malheureusement n'a pas pu être là, qui a lu votre livre et qui en a fait une petite vidéo de présentation. Elle s'appelle Camille Font. Alors, de nouveau, chez vous, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous voyez le PowerPoint? Bonjour à tous, je m'appelle Camille et je suis étudiante au BBI INSEC. J'ai eu la chance de lire ce livre en tant que jury du prix littéraire jeunesse européenne et je voulais le partager avec vous pour que vous puissiez vous aussi le découvrir. Grâce à la poupée de chiffon d'un des personnages, oui, vous avez bien entendu, la poupée sera notre narratrice tout au long de l'histoire. L'auteur tchèque nous plonge à la veille de la Seconde Guerre mondiale dans deux villes françaises différentes où se trouvent nos personnages, Marseille et Strasbourg. L'un est consul pour la Tchécoslovaquie, l'autre est en transit pour l'Amérique. Leur destinée va être bouleversée par la guerre et leur rencontre va se faire sans plus tarder. J'espère que vous aussi, vous avez eu envie de découvrir ce livre et je vous souhaite bonne lecture. Merci à Camille. Maintenant, nous allons passer à la catégorie... Bonjour à tous. Ah. Nous allons passer à la catégorie des auteurs européens d'expression française de cette édition 2021. Alors, juste une petite précision, dans cette catégorie, comment sont venus ces 3 romans en lice? En fait, ils sont lus par des professionnels du métier du français langue étrangère, que ce soit des libraires ou même des professeurs. Voilà, donc on tient aussi à les remercier. Et ensuite, donc, ces 3 livres ont été envoyés de nouveau à Cluj-Napoca et à Séville. Ce sont donc Sale gosse, Lily au tableau et Les Victorieuses. Le livre qui est lauréat de l'édition 2021 dans la catégorie des auteurs européens d'expression française est Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Est-ce qu'elle a pu se connecter? Est-ce que vous êtes ici, Laetitia? Oui, je suis connectée. J'ai réussi à me connecter. Super. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Alors, sur place, on vous entend et Ariane Voix dit qu'à distance également. Parfait. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci à vous. Merci, mais je suis très touchée et très heureuse de recevoir ce prix. Comme l'a dit tout à l'heure Ariane, très justement, les prix remis par les lecteurs et les lectrices, ce sont les prix qui ont le plus de valeur à mes yeux, comme l'a exprimé Ariane. Je suis très touchée de savoir aussi que le roman poursuit son chemin en France et puis en dehors des frontières de la France et qu'il est lu comme ça dans différentes régions du monde. C'est un livre que j'ai écrit après une rencontre, ma rencontre avec un endroit, avec un lieu, qui est le Palais de la Femme, un endroit qui se trouve en plein cœur de Paris. Ce lieu, je l'ai découvert tout à fait par hasard. Un jour, je me suis perdue dans le 11e arrondissement en me rendant à un rendez-vous.
et j'ai découvert ce gigantesque bâtiment dont le nom m'a intriguée, le Palais de la Femme. J'ai eu envie de savoir ce que ce nom cachait. Et puis, j'ai découvert que cet endroit, en fait, existait depuis presque 100 ans et c'est un endroit qui accueillait des femmes du monde entier, des femmes de tous les pays, qui parlaient toutes les langues, des femmes issues de toutes les traditions. Et que 450 femmes vivaient là parce qu'elles avaient besoin d'un toit. Que c'était toutes des femmes que la vie avait malmenées et qui s'étaient retrouvées sans domicile, après des trajets donc, de vie compliqués, après des parcours migratoires parfois difficiles, des femmes qui échappaient à la violence d'un pays en guerre, qui échappaient à la violence d'un conjoint, qui se retrouvaient là. Et en fait, ce lieu m'a complètement bouleversée. J'ai eu envie d'y aller, passer du temps. J'ai eu envie de rencontrer les femmes qui vivaient là, mais aussi toutes les personnes qui travaillent là-bas, qui sont des personnes de l'Armée du Salut. Et puis, cette rencontre, elle a donné naissance à ce livre. J'ai eu envie de raconter cet endroit-là, le Palais de la Femme, à travers les femmes qui y vivent aujourd'hui et qui y travaillent, mais aussi à travers le portrait de la femme qui l'a fondé en 1926, Blanche Perron, qui est une femme dont j'ignorais tout, que j'ai découverte au cours de mes recherches. Et cette femme incroyable, qui était l'une des chefs de l'Armée du Salut, eh bien, elle s'est battue toute sa vie pour les autres femmes, les femmes de son époque et les femmes des époques qui ont succédé. Et donc, voilà, ce roman, Les Victorieuses, c'est un roman qui raconte ce lieu, qui raconte cet endroit et qui raconte aussi cet engagement de Blanche Perron et cet engagement qui est toujours celui des personnes de l'Armée du Salut aujourd'hui. Et ce roman, il était aussi pour moi l'occasion de parler des femmes dans notre société, et des femmes que la société laisse à la marge aussi, toutes ces femmes qui ont besoin d'un refuge et qui le trouvent là, dans ce palais. Donc c'est voilà, ce roman pour moi, il est une ode au courage des femmes, une manière aussi de montrer que encore aujourd'hui, même dans nos sociétés industrialisées, occidentales, eh bien il y a aussi des laissés pour compte et quand on dit les femmes et les enfants d'abord, eh bien parfois, les femmes sont les dernières servies. Et justement, cet endroit, le Palais de la Femme, il est là pour les accueillir et pour les aider. Voilà tout ce que j'ai voulu raconter dans ce roman à travers cette rencontre avec ces personnes, avec ces femmes qui m'ont beaucoup impressionnée et qui ont quelque part aussi beaucoup changé mon regard sur la précarité, notamment, et sur toutes les femmes qu'on croise parfois dans la rue et auxquelles on ne fait pas toujours attention. Et le roman leur est dédié. Voilà, le roman est dédié aux femmes du Palais de la Femme, aux femmes courageuses et victorieuses. Voilà. Aux victorieuses. Merci beaucoup parce que je l'ai moi-même lu et en tout cas, mission accomplie. On est avec vous, avec vos émotions quand vous racontez la vie de Blanche, quand vous racontez le Palais de la Femme, ce qui s'y passe, le combat, leur importance. Voilà, donc mission accomplie pour vous. Merci. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Merci, très honorée. Merci. Votre livre, il a aussi été lu par Simona et ses étudiantes. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Alors, oui. Elisa ? Bonsoir. Félicitations pour votre roman et pour le prix. En Roumanie, le choix a été très facile pour nous parce qu'on a beaucoup aimé Les Victorieuses et on a été séduits par la sensibilité de votre histoire et aussi par les deux personnages féminins, Solène et Blanche Perron. Pour moi, ces deux personnages sont l'exemple parfait du courage parce qu'en lisant le roman, j'ai appris qu'une victoire ne signifie pas seulement de gagner la guerre, mais aussi de donner sens à l'existence. Et comme depuis une année, on vit avec cette pandémie et la situation parfois n'est pas très facile, je veux vous remercier pour cette leçon de courage avec votre personnage.
J'ai aussi une question pour vous. Je ne suis pas écrivaine, mais je suppose que le processus d'écrire un roman parfois est difficile. Et ma question, quelle a été la plus grande difficulté pour vous dans le processus d'écrire les Victorieuses? Oui, alors j'ai eu une grande difficulté au début de la construction du roman. En fait, j'ai d'abord passé plusieurs mois à faire des recherches sur le Palais de la Femme et à m'y rendre, à parler avec les résidentes, avec les employés également. Et en fait, au moment de passer à l'écriture, j'ai eu un grand moment de blocage pour choisir la structure du livre. En fait, je me suis demandé qui serait le personnage principal de mon livre. Et cette question m'a perdue parce que toutes les femmes que je rencontrais au palais étaient toutes passionnantes. Elles avaient toute une histoire forte. Il y avait des femmes, donc, comme j'ai dit, qui étaient un parcours migratoire très complexe. Il y avait des femmes qui avaient fui la violence conjugale. Il y avait des femmes qui avaient fui la prostitution. D'autres qui venaient de pays lointains. D'autres, des femmes africaines qui avaient fui l'excision. Finalement, et puis il y avait des femmes aussi françaises qui s'étaient retrouvées dans la rue suite à un malheur. Et je me suis dit, mais quel va être le personnage principal de mon livre? Toutes ces femmes, elles ont toutes le même intérêt, elles ont la même force et il n'y en a pas une plus que l'autre qui mérite d'être le personnage principal. Et cette question-là m'a taraudée pendant des mois. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais peut-être créer un personnage extérieur au palais, et c'est devenu le personnage de Solène que vous évoquiez. Un personnage qui serait complètement, qui ne serait pas familier, qui ne serait pas né dans une situation difficile, qui aurait, que la vie aurait relativement protégé et qui se retrouverait confronté à cette misère-là, à cette souffrance-là. Un peu le principe du Candide, du poisson hors de l'eau, du personnage qui va découvrir ce lieu, comme nous, lecteurs, nous allons le découvrir. Et lors d'une de mes visites au Palais de la Femme, j'ai découvert qu'il y avait un écrivain public qui se rendait tous les jeudis pour aider les résidentes à écrire leur courrier. Et je me suis dit, le voilà mon personnage principal. Il sera un fil rouge, c'est le personnage qui va nous introduire dans ce palais et qui va nous permettre de rencontrer toutes ces femmes, toute cette galerie de portraits de femmes. Et ce chemin-là de construction du roman, il m'a pris beaucoup de temps. Je savais dès le départ que j'aurais une partie sur Blanche Perron, une partie historique qui se passerait dans les années 20 sur la création du palais. Mais pour la partie contemporaine, je suis restée bloquée longtemps avant de trouver le personnage de Solène que vous avez évoqué. Donc voilà, j'ai ensuite décidé de construire mon personnage autour de Solène dans le Paris d'aujourd'hui et puis autour de Blanche Perron dans le Paris des années 20. Et ensuite, l'écriture s'est déroulée de façon assez harmonieuse parce que j'avais plein de matière pour raconter toutes ces histoires-là que mes discussions, que mes recherches avaient nourri. Merci beaucoup. Merci Laetitia, merci Simona et merci Elisa. C'est avec ceci que nous terminons l'édition 2021. En fait, non, pardon, pas tout à fait. C'est avec la vidéo justement réalisée par des étudiantes de Cluj sur votre livre. Petite précision à tout le monde. Les autres livres qui ont été en lice ont eux aussi eu droit à leur vidéo et elles seront partagées très prochainement sur notre page Instagram _PJLE _. Voilà. On va donc passer à la vidéo réalisée par les étudiantes de Cluj. Ça vient. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes d'entre nous avec des vies plus sombres? Prenons l'exemple de Laetitia Colombani, on écrit un roman. Les Victorieuses, le deuxième roman de la jeune écrivaine, ouvre la porte vers l'univers dramatique des femmes qui luttent toujours pour une normalité éloignée. Très bien choisi, le titre du roman synthétise toute la force du mot victoire. Toutes les habitantes du palais de la femme sont victorieuses au-delà de leur destin très difficile.
leur victoire est d'avoir survécu. Le palais de la femme est lui aussi la conséquence d'une victoire. C'est grâce à Blanche Peyron que le palais a été acquis et lancé en janvier 1926 pendant une période d'énormes difficultés financières et de récession économique. Blanche Peyron est une victorieuse pour son audacité de faire l'impossible possible. Solène, un autre personnage féminin du roman, découvre la réalité dure des femmes exclues de la société. Qui pourrait s'imaginer qu'une femme peut subir tant d'injustices, tant de violences dans un monde civilisé? Solène se rend compte qu'il ne faut pas rester indifférent. Il faut lutter pour améliorer et défendre la position de la femme dans le monde, être sensible devant les problèmes d'autrui et savoir l'écouter. Voilà les premières attitudes de Solène. Alors, le roman de Laetitia Colombani fait la liaison entre le passé et le présent, en nous montrant que la condition des femmes a toujours été problématique. Bravo, bravo, on a reconnu Elisa. Donc, bravo à toutes en Roumanie et merci aussi encore aux étudiants de Séville qui ont participé au jury. Nous passons maintenant à l'édition 2022 car nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer ce soir les romans qui sont en lice pour la nouvelle édition. Voilà, un petit clic encore. Et encore un. Comme vous pouvez le voir, donc dans la catégorie des auteurs européens traduits, donc je rappelle qu'ils sont lus par des étudiants français. Les 3 livres en lice sont donc Le Tram de Noël, Furie et Basse Naissance. On peut voir qu'ils viennent donc de différents pays d'Europe. Et dans la catégorie des auteurs européens d'expression française, donc je rappelle qu'ils seront lus par des étudiants étrangers, européens, mais pour qui le français est quand même une langue, on peut dire quasi seconde, hein, puisqu'on peut le voir avec Elisa, ils ont déjà quand même un très bon niveau, on peut aussi les féliciter. Donc pour l'édition 2022, ils pourront lire Joël Dicker avec L'énigme de la chambre 622. Attention, il y a beaucoup de pages. L'insoumise de la porte de Flandre, justement écrit par Monsieur Laroui, qui est donc notre parrain 2020, et Liv Maria. Et on peut le voir sur cette diapositive. Cette fois-ci, on est heureux de pouvoir présenter différents romans francophones, certes, mais pas que français. Et ça fait plaisir. Petite donc, précision sur les jurés. Vous pouvez le voir cette fois-ci que dans la catégorie des auteurs européens traduits, nous accueillons des participants de la Maison des étudiants de Lyon qui vont nous rejoindre au sein des jurys de lecture. Et nous sommes heureux aussi de pouvoir annoncer que nous avons un 3e partenaire européen qui est donc l'Université de Goethe de la ville de Francfort. Voilà, donc cette fois-ci, nous avons 3 partenaires européens, Francfort, Cluj et Séville. Donc merci et bravo encore. Avant de terminer avec une chanson d'Anaïde B, nous tenons à remercier tous nos partenaires. Voilà, et ils sont nombreux. Vous retrouvez en bas à gauche les visages des étudiantes de Cluj qui ont participé à l'édition 21. Vous retrouverez tous ces partenaires, encore une fois, sur notre page Instagram. Et avant la chanson d'Anaïde B, nous pouvons laisser le mot de la fin à notre président d'honneur de la Maison de la Francophonie de Lyon, Rémi Lesle, de nouveau. Oui, je suis là. Alors, on va switcher pour voir votre tête. J'espère que le son sera meilleur qu'au début. C'est un peu haché. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, il semblerait que ce soit mieux maintenant. Que ce soit mieux, je vais parler lentement alors. Alors tout d'abord, je voulais
remercier, je voulais dire bravo à toute l'équipe d'organisation de ce prix et à tous ces membres qui nous ont permis de passer une très bonne soirée, et qui n'est pas terminée d'ailleurs. Alors, comme je le disais au début de mes propos, ce prix représente beaucoup pour la francophonie et la langue française, que ce soit par des auteurs d'expression française ou non francophones, dont les livres sont traduits. Cette 12e édition est toute particulière, car en plus des auteurs françaises, l'auteur tchèque Lenka Ornáková-Sivad a écrit son livre directement en français. Je crois qu'il y a une mauvaise qualité de réseau, je suis désolé. Cette édition, comme me disait Olivier et Geneviève, a traversé des nations, fédéré les jeunes Européens dans un idéal commun, la littérature. La française a été le lien dans cette chaîne de livres et de personnes, permettant à la littérature contemporaine française de vivre aussi bien en France, mais aussi en Europe et à travers le monde. Cette langue est une richesse qui a vocation à être partagée. C'est pour cela que je tiens à féliciter tous les acteurs, les étudiants de ces 3 pays en particulier, en passant par les lauréats des 2 éditions 2020 et lauréates 2021, ainsi que les maisons d'édition qui permettent d'ouvrir des imaginaires si riches. En cette période compliquée, le défi a été levé et mené à bien. Et je suis sûr que la prochaine édition n'en sera que renforcée. Je vous dis à très bientôt, chers amis. Merci à tous, notamment à nos parrains et marraines pour avoir accepté d'apporter leur célébrité à ce prix. Merci aux membres des comités de pilotage, du comité de lecture, à Sophie Morin et à mon ami Olivier Geneviève qui est sur l'écran. Donc, bonne fin de soirée à vous tous et à bientôt. Désolé de ne pas être présent ce soir, je le regrette beaucoup. Voilà, bonne fin de soirée et au revoir à tous. Et finissez bien la soirée avec une paix harmonie. Merci beaucoup pour ces beaux mots. Et comme je vous l'ai annoncé, nous terminons cette remise de prix de double année, de 2 ans, avec de nouveau Anaïd B. Moi, je voulais dire 2-3 mots. En tant qu'auteur-interprète, je suis très honorée d'être la marraine du prix littéraire des jeunes Européens cette année. Un merci particulier à l'INSEC, au comité de pilotage du concours, à Monsieur Olivier Geneviève. Cette crise sanitaire nous a contraints, nous les artistes, à se passer de vous public. Vous nous avez terriblement manqué et nous avons hâte de remonter très vite sur scène. Je terminerai par ce poème que m'a gentiment offert mon ami Joël Vincent, poétesse romancière ici présente. Les chaos du chemin que j'ai mis en chanson sur les notes du piano de Bruno Collin. J'en ai connu des mille, j'en ai vécu des cents, de ces bonheurs fragiles qui griffaient en partant. J'en ai vécu des mille, j'en ai connu des cents, de ces plaisirs futiles qui mouraient en naissant. J'en ai connu des mille, j'en ai vécu des cents, de ces bonheurs fragiles qui griffaient en partant. J'en ai vécu des mille, j'en ai connu des cents, de
ces plaisirs futiles qui mourraient en naissant. Ceux qui parlent d'amour sans en avoir le souffle ne font que des discours qui deviennent des gouffres, des étuis à chagrin où les amants blessés enterrent un beau matin les promesses oubliées. Ceux qui parlent d'amour sans en avoir le souffle ne font que des discours qui deviennent des gouffres, des étuis à chagrin où les amants blessés enterrent un beau matin les promesses oubliées. J'en ai trouvé des mille, j'en ai pleuré des cents, de ces amours fébriles qui mourraient en blessant. Souvent l'amour s'égare, trop tôt l'amour se perd, au détour d'une gare qui se transforme en désert. J'en ai trouvé des mille, j'en ai pleuré des cents, de ces amours fébriles qui mourraient en blessant. Souvent l'amour s'égare, trop tôt l'amour se perd, au détour d'une gare qui se transforme en désert. Ceux qui parlent d'amour sans en avoir le souffle ne font que des discours qui deviennent des gouffres, des étuis à chagrin où les amants blessés enterrent un beau matin les promesses oubliées. Ceux qui parlent d'amour sans en avoir le souffle ne font que des discours qui deviennent des gouffres, des étuis à chagrin où les amants blessés enterrent un beau matin les promesses oubliées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, quelle belle voix. Beau mot, très beau mot aussi. Merci à Joël Vincent. Merci à toutes les personnes qui sont venues. Merci à toutes les personnes qui ont assisté tout de même à distance. Et je laisse l'ultime mot d'au revoir à Olivier Geneviève. Eh ben, écoutez, c'est un moment émouvant, en vérité. Je tiens d'abord à remercier Sophie Morin, parce que sans elle, rien n'aurait été possible. Je tiens à vous remercier tous. Nous sommes tous des héros. Chacun a fait sa part de travail. C'est une belle chaîne, je pense, d'union que nous formons. Vous voyez, ici, mais également à l'extérieur, également en Roumanie, également en Espagne, également en France et ailleurs. Et je dirais merci à tout le monde parce que sans vous, rien n'aurait été possible. Et encore une fois, merci Sophie parce que vous avez été superbe avec les étudiantes et je suis très fier de vous. Voilà. Merci. Très fier des étudiants. Merci, au revoir. Et puis on va passer pour un petit buffet. On est désolé. Donc ça sera de la nourriture arménienne, un buffet arménien avec des bières tchèques. Voilà, on se demande bien pourquoi, hein, pour la marraine et pour la lauréate. Et en tout cas, passez une bonne soirée. Ceux qui nous ont écoutés, merci à tout le monde. Voilà. Au revoir. Merci.